Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Data Grand Est. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Guillaume Ricklin, chef de projet données à la région Grand Est, en charge de la coordination du partenariat Data Grand Est pour le compte de la région, sachant que le partenariat Data Grand Est est copiloté par la région et l'État, donc le SGAR notamment et l'ADRIAL. Alors aujourd'hui, nous allons nous poser la question, pourquoi publier nos données sur Data Grand Est? Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques rappels pour les personnes peut-être qui participent pour la première fois au webinaire Adonnez-vous à la donnée, organisé dans le cadre de Data Grand Est. Dans le cadre de Data Grand Est, donc, nous organisons chaque premier jeudi du mois. Alors, aujourd'hui, nous ne sommes pas le premier jeudi du mois, mais habituellement, c'est le premier jeudi du mois que nous organisons un webinaire d'1 heure, de 11 h à midi, sur un sujet en lien avec les données, que ce soit les données géographiques ou des données non géographiques. L'objectif de ces webinaires, c'est notamment de faire intervenir des acteurs du territoire pour qu'ils nous fassent partager leur retour d'expérience, qu'ils puissent intervenir, contribuer, échanger, montrer aussi leur expertise et les projets sur lesquels ils travaillent. J'en profite pour vous indiquer dès à présent le prochain rendez-vous qui aura lieu le 1er juin 2023 et qui consistera en un focus sur les infrastructures de données transfrontalières, notamment l'infrastructure GeoRENA et l'infrastructure portée par le SIG de la Grande Région. Donc, si nous revenons à notre sujet, aujourd'hui, nous allons nous poser la question, pourquoi publier des données sur Data Grand Est? Alors, on aurait pu vous parler de l'enjeu de la publication des données. On aurait aussi pu vous faire un assez long discours sur le cadre réglementaire avec en toile de fond la directive européenne Inspire de 2007 ou plus récemment la loi pour une république numérique de 2016 qui instaure par défaut l'open data pour toutes les données publiques. Finalement, on a préféré donner la parole à plusieurs acteurs du territoire pour qu'eux nous expliquent finalement leur motivation pour ouvrir et publier leurs données, les mettre en ligne. Et on va voir que finalement, le cadre réglementaire n'est généralement pas le premier élément qui ressort de ces présentations. C'est avant tout une approche pragmatique pour mettre à disposition des données, les diffuser, les valoriser et pouvoir les utiliser ou les réutiliser. Donc, ce matin, nous allons avoir 3 présentations. La première sera faite par Marie Bourdon. Donc, Marie, je te laisse te présenter en 2 mots. Bonjour, donc moi je travaille pour le PNR des Ardennes et je suis chef du pôle aménagement durable. Et je m'occupe du coup de l'Observatoire du territoire. Très bien, merci Marie. La deuxième présentation sera assurée par Pascal Lambert. Bonjour, je suis Pascal Lambert, webmaster du site wikimagino.eu et président de l'association Wikimagino. Et la troisième présentation par Joël Sauter. Bonjour à tous, je suis responsable d'une équipe sol et fertilité au sein du service multiperformance et transition agricole de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est et par ailleurs pilote du réseau mixte technologique sol et territoire. Très bien, merci Joël. Et donc pour l'animation et l'organisation, le bon déroulement de ce webinaire, je suis accompagné également de Nathalie Dejour. Nathalie, je te laisse peut-être te présenter en 2 mots. Oui, bonjour, Nathalie Dejour, donc Société Realia et actuellement j'accompagne l'équipe de Data Grand Est dans toutes les actions d'animation. Merci Nathalie, puis merci par avance à nos intervenants pour leur contribution au déroulement de ce webinaire. D'ailleurs, un webinaire qui nous permettra également, je pense, de découvrir des données et des projets que certains d'entre vous ne connaissent peut-être pas encore. Alors, avant de passer la parole à Marie, quelques recommandations, les recommandations habituelles. Privilégier le navigateur Chrome ou Chromium si vous avez notamment des difficultés de connexion. Bon,
certains utilisent Firefox sans souci, donc si ça marche, touchez à rien. À noter que les présentations sont préenregistrées, simplement pour faciliter la diffusion, éviter aussi les problèmes de connexion ou autres. Donc, on a préféré préenregistrer les présentations et puis ça sera aussi facilitant après pour la rediffusion sous forme de replay que vous pourrez retrouver sur le site Data Grand Test et sur la chaîne YouTube Data Grand Test. Pour ce qui est de l'interaction, elle va se faire via l'onglet questions. Donc, si vous avez des questions, utilisez de préférence cet onglet. Les intervenants pourront comme ça répondre à vos questions au fur et à mesure. On reviendra ensuite à l'oral sur les principales questions posées pour compléter les propos qui auront pu être donnés. Vous pouvez également utiliser l'onglet chat, mais uniquement pour des discussions entre vous. Évitez de poser les questions dans l'onglet chat de façon à ce qu'on puisse facilement répondre à l'ensemble des questions qui sont posées. Voilà, donc ceci étant dit, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de lancer donc la première présentation, la vidéo qu'a enregistrée Marie Bourdon pour présenter l'Observatoire du PNR et PNR des Ardennes, bien sûr, et la publication des données, la démarche qui a été mise en place. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Marie Bourdon et je suis chef du pôle aménagement durable au sein du parc naturel régional des Ardennes. Pour ceux qui ne sauraient pas qui nous sommes, alors on est là, tout au nord de la région Grand Est. Un parc naturel régional, c'est un territoire sur lequel les acteurs locaux mettent en place un projet formalisé au sein d'une charte. L'équipe a en charge l'animation de ce projet sur des termes qui sont extrêmement variés, naturalistes, urbanistiques, architecturaux, économiques, paysages, éducatifs et j'en passe. Pour mener à bien ces projets, on utilise et on crée de la donnée et de la donnée géographique. Alors, quand on nous fixe pour objectif de monter un observatoire, le premier réflexe, c'est de regarder nos données. Leur contenu, leurs métadonnées, leur organisation. Et là, voilà ce qu'on constate. Des fichiers à plat, auxquels toute l'équipe a accès en lecture et en écriture, avec une absence de documents d'accompagnement, donc pas de métadonnées, pour l'immense majorité. Et donc, on n'a pas du tout la main sur l'architecture du serveur et la gestion des comptes. Tout ça, c'est l'héritage de 10 années de travail des chargés de mission, sans qu'il n'y ait jamais eu de gestionnaire de données ou de sigiste au sein de la structure. Alors, plutôt que de se lancer à corps perdu dans une plateforme WebSIG qu'on aurait été en peine d'alimenter correctement, l'équipe a proposé aux élus de commencer par une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc la première étape, ça a été de se faire conseiller un petit peu sur le chemin à parcourir pour gravir cette grosse montagne qui est la mise en place d'un observatoire du territoire. Le bilan de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, donc ça a été de dresser un état des lieux qui rejoint ce que je vous ai dit juste avant, et puis de nous rédiger une feuille de route sur tout ce qu'il y avait à faire. Et donc cette feuille de route, forcément, elle comportait une très très grosse part d'organisation interne, et puis une part beaucoup plus visible, mais finalement qui est pour laquelle la tâche est moins ardue, qui est celle de la valorisation des données. Et donc que ce soit pour le cycle de vie de la donnée, pour l'administration ou pour le partage de celle-ci, il y a un certain nombre de choses qui ont été identifiées et qui ont nécessité le déploiement d'outils que nous n'avions pas au sein du parc.
Le bilan de cette prestation d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, il a débouché sur 4 grosses étapes. La première, c'était l'inventaire qualifié des données, parce que voilà, on a dressé un état des lieux qui nous a permis d'avoir un peu la température, mais qui ne détaillait pas chacun des fichiers. Le déploiement d'une base de données centralisée. Ça, l'idée, c'est que au sein de l'équipe, on ait de la donnée géographique qui soit plus structurée et un cycle de vie de la donnée qui soit mieux maîtrisé. La mise en place d'un espace de partage des données en ligne pour répondre à des questions qui sont posées par nos partenaires. Et le déploiement d'une plateforme web SIG. Donc ça, ce travail-là, il date de 2021 et c'est en 2021 qu'on nous a dressé cette feuille de route. Alors là, on est en 2023, donc où est-ce qu'on en est ? L'inventaire qualifié des données, il a été réalisé au sein d'un stage. Donc c'était une stagiaire issue du master SIGAT. La base de données centralisée, aujourd'hui, elle est opérationnelle grâce aussi au même stage. Elle n'a pas travaillé que sur l'inventaire des données, hein. Elle a aussi travaillé sur la mise en place et l'alimentation de la base de données centralisée. Et ça s'est fait en parallèle d'une prestation externe. Aujourd'hui, la base de données, elle est utilisée par les agents et elle est alimentée de façon opportuniste. L'espace de partage des données en ligne, techniquement, il est opérationnel. Lui aussi est alimenté de façon opportuniste. Et puis, la plateforme web SIG, ça c'est un projet qui est à plus long terme. On va avoir une première étape qui va être la visualisation de données en ligne. Mais pour le moment, ce sera pas... dans les premiers temps, ce sera pas de la cartographie interactive. Alors... Si on a un peu de difficulté à se déployer, je ne l'ai peut-être pas dit en préambule, mais c'est aussi parce qu'en interne, nous n'avons toujours pas de SIGiste, nous n'avons toujours pas de gestionnaire de données, dont c'est le métier. C'est des tâches qui sont assumées par moi-même, mais qui ne représentent qu'un tout petit pourcentage de mon temps de travail. Je vous ai dit que l'observatoire du PNR des Ardennes passait par Data Grand Est. Pour l'instant, on n'a pas parlé de Data Grand Est, mais vous vous en doutez, en fait, c'est la plateforme qui est aujourd'hui utilisée pour le partage des données. Je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait le travail. En fait, l'assistance à la maîtrise d'ouvrage nous avait rédigé un cahier des charges. L'idée, c'était... On savait que l'outil Data Grand Est existait. Il y en a d'autres sur le territoire des Ardennes qui sont utilisés, déployés par des partenaires. Donc le travail qui a été fait, c'est d'identifier nos besoins, c'est de rédiger un cahier des charges et ensuite de l'envoyer aux différents partenaires qui avaient déjà des plateformes en place pour savoir s'il y avait une solution existante qui convenait et si la réponse était négative, eh bien, c'était de lancer une prestation. Alors, les attentes qu'on avait concernant les utilisateurs potentiels des données, c'était qu'ils puissent consulter un catalogue. Donc, vous connaissez tous la plateforme Data Grand Est, mais je vais quand même vous représenter un petit peu. Donc, voilà. Data Grand Est propose bien un catalogue. Il permet bien de consulter de la métadonnée. Et il permet également de la télécharger, donc d'avoir accès à des données en ligne. Donc sur ce point-là, Data Grand Est répondait à nos attentes. Concernant les référents données au sein du PNR, il fallait qu'ils puissent déposer des jeux de données et des documents associés. Donc ça, on vient de le voir, hein. Si nos données sont consultables, c'est bien parce qu'elles ont pu être déposées. Aussi bien les données que les métadonnées. Et puis on avait une autre demande qui était de définir des droits d'accès différenciés pour des raisons de confidentialité. Et donc cette question des droits d'accès avait été posée par les groupes de travail avec les partenaires.
pour l'instant, on ne s'est pas penché sur la question parce qu'on a répondu autrement à la question. Les données sensibles concernent essentiellement des données qui sont environnementales. Pour ça, il y a le SINP, le système d'information de la nature et du paysage, qui existe. Et du coup, on a décidé de passer par le SINP. Donc, nos métadonnées sensibles sont publiées sur Data Grand Test, mais la donnée en elle-même n'est pas publiée. Il faut passer par le SINP. Et concernant les droits d'accès aussi, en fait, il y a la prestation, enfin le déploiement de la base de données centralisée qui s'est faite en parallèle et qui du coup a répondu à certains besoins qui n'avaient plus lieu d'être sur Data Grand Test. Donc les attentes qu'on avait, c'était tout ce qui était gérer des comptes d'utilisateurs, gérer, paramétrer des statuts, etc. C'est des choses aujourd'hui qui sont pas déployées sur Data Grand Test, mais finalement c'est des attentes qui n'ont plus cours. Ensuite, du point de vue des spécifications techniques, il nous fallait un espace de consultation et téléchargement, donc ça c'est celui que vous avez vu à l'instant. Et puis ce qu'on souhaitait aussi, c'était mettre en place un espace projet réservé. L'idée étant que on puisse déployer, enfin mettre en ligne des données sans qu'elles soient visibles pour le moment. Et donc ça, on y a répondu en ajoutant une fonction. Enfin, merci à l'équipe Data Grand Test d'avoir développé ça, mais du coup, vous avez vu dans notre catalogue, on a des petits onglets brouillons. En fait, il suffit d'écrire ou d'ôter le mot-clé pour que la donnée soit publiée ou non. Donc là, vous avez vu, sur ce jeu de données, j'ai enlevé le mot brouillon. On réenregistre la fiche. Et quand on retourne dans la liste des fiches de métadonnées, hop, on constate que effectivement le jeu de données sur lequel j'ai fait la modification maintenant apparaît bien comme publié. Et du coup, les prochaines étapes pour nous et notre observatoire, c'est d'alimenter la base de données centralisée et Data Grand Test au fur et à mesure des projets. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours là pour la prochaine étape de l'observatoire. En fait, ça va être de travailler sur des aspects fonciers. Et puis, ce sera d'intégrer des cartographies au site web du parc. Pour ces éléments-là, on n'a pas de calendrier encore établi parce que, je vous l'ai dit, le montage d'un observatoire, la mise en place d'un observatoire, c'est une montagne. Mais finalement, c'est que le Mont Blanc comme montagne par rapport à un autre gros chantier auquel on s'est attelé depuis un peu plus d'un an et qui est la révision de la charte du parc, qui là est une montagne beaucoup plus imposante. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Donc, merci Marie pour cette présentation des travaux du parc. On voit que c'est un travail qui est en cours de construction, en démarche qui se monte progressivement. Alors, Nathalie, est-ce qu'on a des questions Oui, on a une question. Combien de temps vous a-t-il fallu entre l'inventaire qualité des données et la publication sur Data Grand Test? Ça s'est fait un peu en parallèle. C'est-à-dire que, en fait, au cours du stage, pendant que la stagiaire inventoriait les données, elle a fait un travail de priorisation. Son travail, alors je ne sais plus, j'ai noté, oui, on avait 185 gigas de données à regarder. Donc voilà, elle a fait ce qu'elle a pu, mais forcément, il a fallu prioriser. Et du coup, oui, on a publié des données sur Data Grand Test. Elle n'avait pas encore fini son stage, donc on va dire qu'en 1 ou 2 mois, on était capable de publier des choses déjà. Après, je vous l'ai dit, c'est plus une question de réussir à se libérer du temps de travail pour faire ça, plutôt que vraiment une tâche qui est longue, en fait. Très bien, merci Marie pour
pour ces éléments complémentaires. Donc, pour la suite, du coup… Oui, pardon, vas-y, Nathalie. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Peut-être moi j'en aurais une subsidiaire. Est-ce que c'est aussi votre stagiaire qui a contribué finalement à la publication sur Data Grand Est? Elle y a contribué. Après, elle n'a pas fait ça seule. Et c'était un autre intérêt d'avoir ce statut de brouillon, c'est que elle est pas du tout spécialiste des données qu'elle publiait. Les chargés de mission, enfin voilà, pour eux, c'était pas forcément une priorité. Et donc en fait, elle a pré-rempli énormément de choses au niveau des métadonnées, ce qui fait qu'on ne les publiait pas tout de suite, on les laissait en mode brouillon pour que les chargés de mission qui avaient créé cette donnée puissent vérifier la justesse de ce qu'elle avait inscrit avant de la publier. Donc on a fonctionné comme ça. Très bien. Et donc, à terme, l'idée de l'Observatoire, c'est aussi de proposer, justement, comme tu le disais, de la cartographie en ligne, la possibilité de consulter la donnée également, c'est ça? Oui, oui. Alors, pour l'instant, clairement, on n'est pas dans un observatoire. Pour l'instant, on est dans de la valorisation de données. L'idée de… Enfin, parce que ce terme d'observatoire, il est un peu… on n'y met pas tous la même chose derrière. Nous, quand nos élus nous demandent de mettre en place un observatoire, ce qu'ils veulent, en fait, c'est que le travail du parc il soit plus visible d'un point de vue cartographique. Et après, quand les partenaires nous demandent et sollicitent un observatoire, ce qui les intéresse, c'est qu'on ait des questions spécifiques d'analyse du territoire qui soient posées et que l'équipe du parc réponde à ces questions et analyse des mouvements territoriaux, quoi. Donc, voilà. Ce terme d'observatoire, pour l'instant, pour moi, on n'est pas encore clairement dans un observatoire, on est juste dans la réponse à la directive Inspire et puis une optimisation un petit peu de nos circuits pour valoriser la donnée. Mais là, c'est ce que je disais, cette année, on commence à prendre un petit peu cette casquette observatoire parce qu'on va, en gros, on va faire passer un questionnaire à nos collectivités sur des aspects fonciers parce qu'on en a besoin sur certaines missions. On cherche un certain type de parcelle, un certain type de bâtiment. Et donc là, on va commencer vraiment à être dans une démarche observatoire. D'accord. Et est-ce que dans cette démarche… il y a une autre question, il y a peut-être une question. Vas-y, Nathalie. Oui, j'ai une question qui rebondit sur quelle est la spécialité de la stagiaire, quelle était sa formation, en fait. Alors, si elle n'était pas spécialiste de la donnée, de la donnée territoriale. Elle est issue… alors, c'est pas qu'elle n'est pas spécialiste de la donnée territoriale, mais elle a manipulé des données qui étaient spécifiques sur l'agriculture, qui étaient spécifiques sur l'environnement, enfin sur la veille écologique, des choses comme ça. Et elle était issue d'un master SIGAT, donc Système d'information géographique et d'aménagement du territoire. Voilà. Et donc, il y a des recrutements en cours. C'est ce que j'ai compris de ce que tu as indiqué, Marie, par rapport à l'absence de SIGiste, ou c'est… Non, aujourd'hui, on a des recrutements en cours, hein, c'est pas la question, mais c'est pas sur ces spécialités-là. Malheureusement. Malheureusement, oui. D'accord. Très bien. Je vous propose, enfin, je ne sais pas s'il y a pas d'autres questions pour l'instant. Peut-être que les participants… Non. Pas d'autres questions. Je vais dans le chat, mais pas d'autres questions. Ouais. D'accord. Sinon, je vous propose… Si, pardon, Guillaume, c'est du direct. Dans le chat, j'ai une autre question. Avez-vous partagé ces démarches avec d'autres parcs de la région Grand Est? Alors, je ne sais pas ce que vous appelez partager la démarche. On a un groupe de travail au niveau de la région Grand Est. Donc, ceux qui s'occupent de SIG au niveau des parcs se réunissent de temps en temps
ben, pour échanger un peu les actualités. Donc dans ce cadre-là, oui, on a échangé avec d'autres parcs. Après, la façon dont chaque parc est structuré, c'est assez spécifique. Et si par partager la démarche, vous entendez mutualisation, là, non, il n'y a pas eu de mutualisation des prestations. Il y a eu des échanges, mais des échanges techniques. Mais plus d'échanges d'expérience finalement que de mutualisation en tant que Voilà. Mais j'ai un ou deux collègues, je crois, qui sont connectés. Alors, j'espère qu'ils partagent ma vision des choses, mais voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Si Loris souhaite compléter, on le laissera faire. Je vois notamment Loris qui est dans la liste. Peut-être d'autres collègues, comme tu disais. S'il souhaite, il pourra laisser un message dans le chat qu'on pourra lire un peu plus tard. Donc, je vous propose peut-être de passer à la présentation suivante, qui est la présentation de Pascal. Donc là, on va changer un peu de sujet, puisqu'on va parler de l'Inmagino. C'est bien ça, Pascal? Oui, c'est bien ça. Ces horribles morceaux de béton qui gâchent nos paysages. Enfin, c'est une façon de voir les choses et vous verrez qu'on a peut-être une solution pour les valoriser. Très bien. Du coup, j'ai lancé la vidéo de présentation et puis on va découvrir ça ensemble. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci à Data Grand Test de rendre possible cet échange. Je suis Pascal Lambert, passionné par la fortification contemporaine et j'interviens aujourd'hui en tant que webmaster du site internet wikimagino.eu et président de l'association éponyme. Nous aborderons dans les minutes à venir les points suivants: une présentation rapide de Wikimagino, le site et l'association, les jeux de données mis à disposition de tous, un aperçu des utilisations et bien sûr les raisons de la diffusion sur Data Grand Test. Je profiterai aussi de cette présentation pour vous proposer rapidement un autre service numérique susceptible de vous intéresser. Wikimagino recouvre deux choses, un site internet d'une part et une association d'autre part. Wikimagino.eu est un site internet collaboratif créé en 2011. L'objectif initial était le partage avec le grand public, comme avec les acteurs institutionnels, d'informations et de documents se rapportant à l'Inmagino, à son histoire, aux éléments qui la constituent et aux hommes qui l'ayant servi. Wikimagino s'inscrit directement dans le devoir de mémoire ainsi que dans la promotion de notre histoire et de notre patrimoine. Aujourd'hui, Wikimagino, c'est, de manière non exhaustive, 14 000 constructions géoréférencées le long de nos frontières, 93 000 photos concernant ces constructions, 3 600 documents de toute nature et, chaque mois, près de 600 mises à jour ou ajouts. À raison de 20 000 pages générées tous les jours, d'ici mi-mai, le site aura affiché plus de 50 millions de pages depuis sa création en novembre 2011, preuve s'il en est de sa notoriété et du fait qu'il réponde à un réel besoin. Wikimagino est aussi une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, qui a été créée en 2021 pour assurer la pérennité et le financement de wikimagino.eu. L'association regroupe aujourd'hui 161 membres et dispose d'un budget annuel inférieur à 5 000 € pour son fonctionnement. Basée sur un modèle collaboratif entièrement bénévole, elle ne compte pas à ce jour de salariés, mais pour autant, ce sont près de 4 105 heures de bénévolat qui ont été prestées en 2022, ce qui correspond à 2,25 emplois à temps plein pour son fonctionnement, ses mises à jour et son évolution. Pour 2023, sur la base des chiffres d'avril, ce sont près de 8 300 heures, soit 4,6 emplois à temps plein qui devraient être prestés. Abordons maintenant le point des données mises à disposition par Wikimagino. En dehors des éléments documentaires proposés uniquement sur le site, Wikimagino met librement à la disposition du public deux jeux principaux de données cartographiques. Côté interactivité, les éléments représentés sur les cartes proposées permettent d'accéder directement à tous les documents, informations et photos concernant la construction qu'ils représentent et qui sont proposés sur le site. Le premier jeu de données est une cartographie générale reprenant l'intégralité des constructions référencées sur Wikimagino. L'exemple qui est affiché comporte des couches spécifiques supplémentaires comme les réseaux téléphoniques et électriques ainsi que d'autres informations sectorielles concernant la répartition des troupes par exemple. Ces couches supplémentaires ne sont pas actuellement disponibles sur Data Grand Test mais ils seront rajoutées dans le futur. Le second jeu de données proposé est beaucoup plus ciblé puisqu'il s'agit d'une cartographie à vocation touristique ne reprenant que les sites ouverts au public. Sur cette carte, les liens proposés mènent vers des pages orientées tourisme comportant toutes les informations nécessaires pour visiter les sites concernés. De manière générale, toutes les données mises à disposition par Wikimagino le sont librement et gratuitement.
sauf pour les usages commerciaux pour lesquels une convention doit être passée. Bon, il est facile de comprendre que Wikimagino est aussi le souci de son financement. Parlons maintenant des formats sous lesquels les jeux de données proposés par Wikimagino sont disponibles. Deux catégories de formats de données sont proposées. La première catégorie concerne les jeux de données au format natif, utilisés ou générés par Wikimagino. La seconde, ceux générés par Data Grand Test à partir de ces fichiers natifs. Pour les formats natifs, le format KML, ce format est le format de base. Il est généré en temps réel à chaque modification de la base de données de Wikimagino et utilisé par la catégorie intégrée à Wikimagino. Ces fichiers sont disponibles sur Wikimagino et sur DGE. Ils sont exploitables dans nombre de logiciels, dont Google Earth par exemple. Les exports spécifiques, des exports spécifiques sous forme de dump SQL ou au format CSV sont générés à la demande pour des usages particuliers. Un exemple de ce type d'export vous sera donné un peu plus loin au point utilisation. Les formats vectoriels proposés par Data Grand Test. Les jeux de données Wikimagino sont disponibles sous d'autres formats, mais exclusivement sur Data Grand Test. Ces jeux de données sont générés à partir des KML natifs de Wikimagino par des scripts développés par Data Grand Test. Ils sont actualisés toutes les semaines. On y retrouve les formats CSV, JSON, Excel, ainsi que les formats vectoriels WFS et WMS permettant l'intégration des données géographiques sous forme de couches tuilées dans la plupart des systèmes d'information géographique courants. Les utilisations et les utilisateurs. Alors, il est dans les faits difficile, sinon même impossible, de donner une liste exhaustive d'utilisateurs parce qu'il y a peu de retours sur les usages faits et nous ne sommes contactés que lorsque des besoins particuliers ou des questions de propriété intellectuelle se posent. Je vous donne toutefois quelques exemples à titre d'illustration. Pour les sources KML natives disponibles sur Wikimagino comme sur Data Grand Test, le Parc naturel régional des Ardennes, avec qui nous avons signé une convention d'utilisation de données, la DRAC et Archéologie Alsace, qui utilisent régulièrement nos informations dans le cadre de leur mission patrimoniale. Une utilisation surprenante de nos données géographiques dans le cadre d'une étude sociologique et politique concernant la population le long de la frontière franco-allemande au début de la Seconde Guerre mondiale, étude menée par the London School of Economics and Political Science. Pour ce qui est des exports particuliers, on retrouve principalement les services d'incendie et de secours des départements 57, 67 et 68 qui utilisent des données spécifiquement formatées qui leur sont fournies de manière automatisée sous forme de dumpex SQL par des scripts développés par Wikimagino. Ces données sont intégrées à leur cible opérationnelle avec deux finalités. La première est celle du repérage sur le terrain et la seconde est la mise à disposition des intervenants d'informations ou de documents sur les constructions et structures auxquelles ils sont confrontés, ainsi que les coordonnées des personnes de contact des sites concernés. Je vous renvoie vers la page partenaire sur wikimagino.eu pour une vue d'ensemble des partenariats et des collaborations déjà nouées. Pourquoi avoir choisi Data Grand Test pour la diffusion de nos données? C'est bien là le fil rouge de cet échange et je vais vous donner les principaux éléments qui ont mené à ce choix. Contrairement à une idée répandue, la ligne Maginot couvre nos frontières de Dunkerque à Ajaccio en passant par les Alpes. Il est aisément visible sur la carte proposée ici que le plus grand nombre de points se situent sur le territoire de la région Grand Est, bordé par les frontières avec l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, d'où le choix naturel de Data Grand Est pour la diffusion de nos données. Nous voyons de notre côté cette collaboration comme un partenariat gagnant-gagnant. Gagnant pour nous, côté visibilité et contact, Data Grand Test est une vitrine ouverte vers des acteurs publics qui, pour la plupart, ignorent naturellement notre existence. Je reviendrai expliquer cela un peu plus tard. Gagnant pour Data Grand Test, dont la vocation naturelle est la diffusion des données, ainsi que pour les acteurs régionaux au travers des jeux de données mis à disposition sur la plateforme Data Grand Test. Un dernier élément d'importance concerne la valeur ajoutée de Data Grand Test qui prend en charge la génération de formats vectoriels comme les formats WS et WMS que nous ne générons pas car non utilisés par de Wikimagino ou ses dérivés comme les GPS. Alors je reviens en vitesse sur les acteurs qui ignorent naturellement notre existence et croient pouvoir dire que cela doit faire écho auprès de chacun d'entre nous car nous nous sommes tous inévitablement soit trouvés un jour face à un besoin sans savoir où trouver la solution, soit avec une solution sans connaître la structure qui pouvait en profiter. Il s'agit toujours dans ces cas d'une simple question d'interlocuteur, ou plus exactement de trouver le bon interlocuteur. Alors prévention pour nous les contacts pris et restés sans réponse, faute d'avoir pu sonner à la bonne porte. Alors je profite de cet échange pour vous inviter à nous faire connaître auprès de ceux à qui nos solutions pourraient apporter un plus, aussi minime soit-il. Merci. Je vous parlais en préambule d'une autre proposition qui n'a qu'un lointain rapport avec la cartographie des données disponibles sur Data Grand Test.
nous avons développé et proposons un service permettant de valoriser notre patrimoine en améliorant l'expérience des utilisateurs de nos sentiers pédestres, qu'il s'agisse de curieux ou de marcheurs chevronnés. Ce service est basé sur l'utilisation de QR codes menant vers des pages dotées d'entêtes personnalisées, apportant à l'utilisateur des informations concernant la construction devant laquelle il se trouve, permettant ainsi de donner une âme à ce qui paraît à première vue n'être qu'un vulgaire bout de béton en le transformant en un morceau de notre histoire. Un tel QR code est actuellement affiché sur votre écran et je vous invite à le scanner avec votre portable pour découvrir ce qui se cache derrière. Ce service est naturellement gratuit, comme tous ceux proposés par Wikimagino. Il est destiné à apporter un vrai plus au traditionnel parcours des sentiers pédestres ainsi qu'aux chemins de grande randonnée. Au-delà de la fourniture de ces QR codes taillés sur mesure, nous pouvons nous charger de la conception de panneaux informatifs et envisager des partenariats sur des projets de toute taille. Ce principe a déjà séduit des communes comme Boust en Moselle ou encore Forcheville au Fessenheim en Alsace. D'autres partenariats sont en discussion. Si de votre côté vous avez des débouchés pour ce service ou connaissez des interlocuteurs qui peuvent être intéressés, votre aide serait grandement appréciée. Voilà qui va clôturer donc cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir su vous faire partager notre passion et surtout ne pas avoir été trop soporifique. Merci Pascal pour ce partage et puis pour cette ce beau projet que vous menez dans un cadre associatif. Et je pense qu'il, comme tu le soulignais, peut être intéressant pour pas mal de structures, notamment publiques. Donc, je vais me tourner vers Nathalie pour savoir s'il y a des questions et pour relayer les éventuelles questions qui ont pu être posées durant la présentation. Alors, oui, j'ai une première question qui est: contribuez-vous en parallèle à compléter OpenStreetMap? Alors, la réponse est non. La raison est simple, c'est pas une question de volonté, puisque je dirais que naturellement, nous sommes tout à fait ouverts au partage et nous partageons l'ensemble de nos données. Nous n'avons par contre pas le temps, très simplement, de contribuer à OpenStreetMap et d'y rajouter des éléments. Nous utilisons OSM effectivement comme couche cartographique en concurrence avec les couches proposées par l'IGN. Alors, il y a peut-être un appel à faire si on a des personnes qui sont investies dans OpenStreetMap et qui sont intéressées peut-être pour faire le relais entre le travail réalisé par Wikimagino et justement OpenStreetMap. Je pense que ça peut être intéressant justement d'avoir cette complémentarité, sachant que comme tu soulignais, Pascal, dans le cadre de Data Grand Est, qu'on a essayé d'apporter nous au projet, c'est une complémentarité au regard notamment des formats et des services proposés. Donc aujourd'hui, les données qui initialement étaient uniquement, si j'ose dire, disponibles en KML sont aujourd'hui aussi disponibles dans des formats peut-être plus faciles de réutilisation par les acteurs du SIG via des API, via du format GeoJSON, via des WFS ou autres. Donc voilà, appel à OpenStreetMap si on a des contributeurs potentiels. Voilà. D'ailleurs, il me semble qu'on a une question de Romain Méhu qui est contributeur, si je ne dis pas de bêtises, à OpenStreetMap. Oui, effectivement. Je vois effectivement la question qui est la suite de la question précédente. Donc la question est: dans ce cas, pourquoi ne pas contribuer directement dans OSM? Alors, contribuer directement dans OSM demande simplement du temps et OSM ne permet pas d'avoir la profondeur de données que Wikimagino peut offrir. Wikimagino est un site qui a été taillé sur mesure. C'est 11 ans de travail pour réussir à mettre en place, je dirais, l'architecture et l'ensemble des données qui sont proposées. Ça n'est pas compatible directement avec OSM et si nous avions pu au départ utiliser OSM pour le faire, nous l'aurions fait volontiers. Ça nous aurait évité quand même quelques milliers d'heures de développement particulier pour mettre la vitrine web en place. Alors ça n'est c'est une question technique simplement. Hein. C'est lorsque nous avons pris la décision de créer Wikimagino, nous avons essayé diverses solutions clés en main qui sont proposées aujourd'hui, dont
pour créer un site web, pour mettre cela en place. Aucune ne correspondait aux besoins que nous avions, donc nous avons dû très simplement quitter le prêt-à-porter pour passer sur le sur-mesure. Donc c'est 11 ans de développement qui sont là derrière. Très bien, merci pour ces précisions. Donc on n'a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si éventuellement Nathalie, tu voulais réagir ou si de ton côté tu avais des questions par rapport à la présentation de Pascal. Alors, en fait, la question, c'est aussi les perspectives. En fait, finalement, vous travaillez avec Data Grand Est. Est-ce que vous avez des ambitions plus larges, y compris en termes de partenariat avec Data Grand Est? Alors, pour ce qui est effectivement du partenariat avec Data Grand Est, oui, comme je l'exposais dans la présentation, nous avons d'autres couches, donc des couches cartographiques supplémentaires qui sont essentiellement des couches réseau, qui seront prochainement rajoutées sur Data Grand Est. Alors, je dis prochainement, on n'a pas encore d'échéance temps qui soit donnée, simplement. Il nous faudra que l'on puisse les mettre en forme et les publier avec une moulinette qui permette de les actualiser sur Data Grand Est, de façon à ce que ce ne soient pas des données mortes qui ne servent à rien par essence. Des projets pour Wikimagino, c'est simplement de réussir à être le plus exhaustif possible. On a estimé qu'il y avait à peu près 30 000 éléments construits dans le cadre de la ligne Maginot, de ce système de défense. Nous en avons référencé 14 000 et quelques. Alors sur les 30 000, certains sont anecdotiques. Ça peut être des participations ou entre différents ministères civils à l'époque et le ministère de la Défense. Donc, ce sont des choses qui n'existeront pas, qui ne seront jamais mises sur Wikimagino. Ce serait du bruit qui ça n'apporterait rien. Donc, l'idée est effectivement d'être le plus exhaustif possible au niveau construction et de pouvoir rajouter toute la partie documentaire attachée à ces constructions, attachée aux hommes qui ont servi effectivement qui ont servi ce système de défense et à son histoire. Donc il reste encore bien du boulot sur la planche. Et on travaille également... Alors du coup, ça... Pardon, c'était pour compléter simplement les propos de Pascal pour dire que c'est vrai qu'on travaille aussi sur la publication sur data.gouv, qui est un élément, je pense, important. Et justement aussi, on essaie de voir ensemble comment automatiser un maximum les choses, comme le soulignait Pascal, pour que justement... les données puissent être actualisées et publiées le plus facilement possible sans interagir avec les processus déjà en place. Alors, du coup, on a une dernière question, une toute dernière avant de passer à la présentation de Joël. C'est quelle est la fréquence de mise à jour de ces données sur Data Grand Est ? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est que pour les données natives, donc fournies directement par Wikimagino, la mise à jour est instantanée, c'est-à-dire que toute modification qui est apportée à l'un des éléments qui sont géoréférencés est directement reportée dans le fichier KML. Nous les générons au fur et à mesure, et ce sont ces fichiers que vous retrouverez sur Data Grand Est. Pour les fichiers pour les formats de fichiers que Data Grand Est génère même, tu me reprendras, Guillaume, si je me trompe, mais une moulinette est faite toutes les semaines à partir des fichiers KML pour régénérer l'ensemble des autres formats qui sont proposés sur Data Grand Est. C'est ça, je confirme. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est tous les dimanches soirs, dans la nuit du dimanche au lundi, qu'il y a une mise à jour qui est faite, de façon à répliquer finalement ce qui est sur la base de données de Wikimagino. Voilà. Donc le temps passe, donc je vous propose de passer directement à la présentation de Joël. Et puis, sachant que si on veut garder 1 ou 2 minutes pour aussi avoir des questions et des réponses, voilà, on peut. Malheureusement, on n'aura pas beaucoup plus de temps. Donc, je lance dès à présent la présentation de Joël. Je suis Joël Sauter. Je travaille dans le service multiperformance et transition agricole de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Je vais vous présenter en quoi Data Grand Est
propose à la Chambre d'agriculture un service très efficace pour notamment mieux faire connaître et faciliter l'utilisation des données sols par les acteurs des territoires du Grand Est. En guise d'introduction, je voudrais vous rappeler quelques enjeux autour des sols, selon divers points de vue. Pour l'agriculture et les agriculteurs, la prise en compte des sols est déterminante de la durabilité des exploitations agricoles. Déterminant aussi pour l'adaptation et l'atténuation du changement climatique. Pour les chambres d'agriculture, il y a un réel enjeu d'amélioration des performances du conseil agricole délivré aux agriculteurs et de valorisation des outils d'aide à la décision qui intègrent des données sols. Pour la Chambre régionale d'agriculture, quant à elle, il y a un enjeu à confirmer son rôle de centre de ressources sur les sols. Et quand je parle de ressources, il peut s'agir à la fois de données, de compétences, ou de savoir-faire et d'expertise qui peut être proposée en lien avec les sols. Enfin, pour l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient locaux, du Grand Est ou nationaux, l'enjeu est une meilleure gestion des fonctions associées au sol. Les sols fournissent en effet de multiples services. Ils sont tout d'abord milieu de vie des cultures qui s'y développent. On va alors s'intéresser à la fertilité physique, ou chimique, ou biologique des sols. Les sols sont également une interface dans laquelle se jouent de nombreux autres enjeux environnementaux. Pour ne citer que le stockage de carbone, qui intervient dans la lutte contre le changement climatique, l'amélioration de la structure des sols, qui permet de lutter contre l'érosion et les coulées d'eau boueuses, la gestion de l'eau, qu'elle soit qualitative ou quantitative, et enfin, un autre point important, la réduction du travail du sol et la gestion des couverts végétaux, qui sont déterminants pour favoriser la biodiversité. Par ailleurs, les sols sont d'une grande diversité eux-mêmes et sont menacés, que ce soit par l'urbanisation, l'érosion ou diverses formes de pollution. Ainsi, il y a un enjeu important de prise en compte des sols dans la gestion des territoires, le développement des filières de production, le conseil agronomique, et un enjeu de préservation de ce capital sol qui est menacé. Ainsi, notre objectif est de rendre l'information sur les sols plus facilement mobilisable par l'ensemble d'une grande diversité d'acteurs sur les territoires. La Chambre d'agriculture du Grand Est conduit diverses actions en lien avec les sols. Elle participe notamment à l'enrichissement des connaissances sur les sols par des actions de description ou d'observation de terrain, par la contribution à des programmes nationaux d'inventaire et de suivi de la qualité des sols qui sont portés par le groupement d'intérêt scientifique SOL, dont vous voyez le logo ici à droite de l'écran. La Chambre contribue également à la mise à disposition des informations sur les sols et à la création d'outils de consultation des données sols. Parmi ses missions, la Chambre régionale du Grand Est est également pilote du réseau mixte technologique Sol et Territoire, qui fédère un grand nombre d'acteurs de la recherche et développement et de la formation à l'échelle nationale et qui ont pour objectif de mettre à disposition une meilleure connaissance des sols à destination des acteurs des territoires. Enfin, aux côtés des chambres départementales d'agriculture, la Chambre régionale apporte un appui pour construire du conseil aux agriculteurs, proposer des formations ou apporter de l'expertise intégrant la connaissance des sols. Enfin, la Chambre régionale peut également proposer des prestations, aussi bien en termes de suivi agropédologique, de caractérisation des sols et de leur potentiel agronomique, ou encore de diagnostic de risque de ruissellement ou d'érosion. La Chambre régionale du Grand Est gère aussi donc des données décrivant les sols. Un des principaux produits en termes de base de données sur les sols sont les référentiels régionaux pédologiques. Ils correspondent à une base cartographique établie au 1/250 millième et couplée à une base de données attributaire qui décrit l'ensemble des paramètres des sols,
construite selon un modèle qui a été élaboré par INRAE, le modèle DONSOL. Il s'agit d'un standard national, porté encore une fois ici par le groupement d'intérêt scientifique SOL. Au niveau du Grand Est, c'est 3 maîtres d'ouvrage qui ont contribué à la réalisation des référentiels régionaux pédologiques. Vous verrez plus loin qu'en Alsace, existe, au-delà du 250 millième, encore d'autres niveaux de précision de base de données SOL. Je profite ici, au passage, pour mettre en lumière une de nos dernières productions, qui est le Vademecum, qui est un guide qui présente les principaux sols du Grand Est et propose ici une aide pour arriver à s'y retrouver parmi les bases de données et les différentes façons de décrire les sols. Donc, je le disais, un des produits importants en termes de bases de données sur le Grand Est sont les référentiels régionaux pédologiques. Alors, ce nom d'ailleurs peut prêter à confusion, car ces référentiels peuvent aussi bien décrire des territoires correspondant à d'anciennes régions, comme l'Alsace, la Lorraine, ou des territoires correspondant à un département. Vous avez donc ici un aperçu des 6 référentiels régionaux pédologiques qui couvrent l'ensemble du territoire du Grand Est, avec à chaque fois, entre parenthèses, le maître d'ouvrage qui avait été à l'origine de l'initiative de construction de ces référentiels. Un référentiel harmonisé est en cours de finalisation et devrait prochainement être disponible. La carte que vous voyez en bas à droite a été réalisée à partir des 6 référentiels régionaux pédologiques du Grand Est et correspond à un extrait de la carte des principaux sols de France qui est publiée sur le géoportail de l'IGN. Donc, je le disais tout à l'heure, en Alsace existent différents formats de bases de données avec des niveaux de précision différents. Donc, c'est ce que vous voyez ici sur cette carte-là. L'ensemble de ces bases de données avait été élaboré par l'Association pour la relance agronomique en Alsace de 1995 à 2017. Puis en 2018, ces bases de données ont été transférées à la Chambre régionale du Grand Est. Donc, vous avez le référentiel régional pédologique au 250 millième et également donc, une base de données au 100 millième qui a été élaborée à partir de guides des sols d'Alsace qui ont été construits par petites régions agricoles. En complément, il existe également une base de données au 50 millième qui porte essentiellement sur le département du Haut-Rhin et sur les sols agricoles de plaine et de collines. Et les données les forêts et les zones urbanisées ne sont pas cartographiées dans ce cadre-là. Et enfin, dernier niveau de précision, une base de données au 25 millième qui décrit les sols du vignoble alsacien, et cette base de données est gérée en collaboration avec le comité interprofessionnel des vins d'Alsace. Concernant la diffusion des données sols, différentes modalités existent. Certaines sont une partie intégrante de solutions à l'échelle nationale, et vous trouverez ainsi nos bases de données sur le site du groupement d'intérêt scientifique SOL ou encore à travers le géoportail de l'IGN. D'autres solutions de diffusion des données ont une approche plutôt métier et sont propres au réseau des chambres d'agriculture. C'est le cas notamment de l'outil visualiseur Nos Territoires, qui est d'ailleurs accessible aussi et relayé par le site internet de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Le QR code sur ces diapositives vous permet d'accéder à la visualisation de ces données. Enfin, une solution est plutôt orientée à destination des acteurs dits territoires du Grand Est. Et c'est cette solution-là qui a été construite avec l'aide de Data Grand Est. Alors, quand je dis Data Grand Est, en fait, il faut comprendre aussi qu'il y a là derrière les racines d'un partenariat qui date de 2015 et qui avait été initié à l'époque par une collaboration entre l'Association pour la relance agronomique en Alsace et SIGAL, qui est l'ancêtre de Data Grand Est, et donc SIGAL qui signifiait Coopération pour l'information géographique en Alsace. Donc par ce biais-là, l'ARA avait pu bénéficier d'un accompagnement à la création des métadonnées. Dans cette structure, il n'y avait pas de compétences sur ces questions-là, donc l'aide de SIGAL avait été très importante. Et cette collaboration avait permis aussi d'afficher les données sols sur le visualiseur SIGAL, technologie qui maintenant a été reprise et mise à jour à travers le MViewer de Data Grand Est. Un certain nombre d'actions d'animation avaient été également construites en partenariat, notamment une journée d'animation sur la valorisation des données sols qui avait eu lieu en mars 2016 à l'hôtel de région à Strasbourg.
une intervention aussi de la Chambre Grand Est qui avait été invitée sur le stand Géo Grand Est à l'occasion de la foire de Chalon en 2019. Et puis, pour finir, encore une fois, a été concrétisé le partenariat entre la Chambre régionale et Data Grand Est par la signature de la charte en 2021. Dans cette diapositive-là, vous voyez l'illustration de la cartographie des sols d'Alsace telle qu'elle est proposée sur le MViewer de Data Grand Est. Cette visualisation propose, à titre d'exemple, 5 cartes thématiques issues donc de la base de données sol au 100 millième, et l'ensemble des données qui sont visualisées sur ce MViewer sont totalement ouvertes. Et vous avez ici une capture d'écran qui vous montre un exemple de carte qui présente la pierrosité ou encore l'abondance de cailloux des sols en surface. Alors Data Grand Est présente un grand nombre d'atouts à nos yeux. Avant tout, c'est un ancrage local. C'est aussi la possibilité d'avoir des interactions avec des acteurs au-delà du périmètre agricole. C'est de pouvoir bénéficier de compétences à la fois sur le numérique, la géomatique, mais aussi la veille juridique. Et donc c'est cette collaboration qui nous a permis d'avoir une meilleure maîtrise des flux de métadonnées. Et notamment, ce qui était important, c'est aussi le lien du catalogue Data Grand Est vers data.gouv.fr qui ouvre encore une plus grande visibilité. La visibilité des chambres d'agriculture, globalement, aussi a été accrue auprès des acteurs du Grand Est pour avoir une meilleure reconnaissance aussi de nos compétences en termes de connaissances et sur les sols et de valorisation de ces données. C'était une occasion aussi pour nous de pouvoir sensibiliser de l'intérieur les acteurs du territoire du Grand Est à l'importance des sols, à la préservation de nos terres agricoles et des occasions aussi de pouvoir proposer des formations ou des sensibilisations aux bonnes pratiques d'utilisation des données sols. Enfin, Data Grand Est aussi, pour nous, ce sont des perspectives partenariales, dans l'hypothèse de monter des projets innovants en lien avec les sols ou répondre à des appels à projets. Alors, je voudrais finir en parlant encore de quelques perspectives en lien avec la publication des données sols. On peut caractériser en 3 volets, on va dire. Soit aller vers de nouveaux formats de description de données sols, proposer des données sols qui sont encore mieux adaptées aux besoins des acteurs des territoires, et enfin aussi l'amplification des canaux de diffusion des données sols. Donc en ce qui concerne les nouveaux formats de données, un projet va bientôt démarrer qui porte sur la cartographie des sols par modélisation statistique, qui va permettre de proposer des prédictions de propriétés de sol élaborées à l'échelle de mailles et donc au format raster. Un autre projet s'intéresse plus à la contribution des sciences et recherches participatives à la capitalisation des données sols. Il va s'agir là de voir comment l'intervention de citoyens ou d'agriculteurs, ou en tout cas de n'importe quelle personne qui ne soit pas spécialiste des sciences du sol, pourrait contribuer à enrichir les bases de données sur les sols. Nous souhaitons également aussi à l'avenir continuer et enrichir les collaborations avec les collectivités sur des sujets tels que la qualification de la multifonctionnalité des sols, qui sont en lien avec le zéro artificialisation net. On souhaite également s'ouvrir aux espaces forestiers, acteurs forestiers, pour proposer des données adaptées et aussi contribuer à l'élaboration de formations des acteurs à la qualité des sols forestiers et leur préservation. Enfin, on souhaite aussi encore continuer à travailler sur la valorisation de formats de données sols qui soient encore mieux adaptés au conseil agronomique. Et ce travail se fait à travers l'élaboration de typologies agronomiques de sol qui sont appelées types terres, qui sont aussi des projets portés par le RNT Sol et Territoire. Enfin, dernier point sur lequel nous souhaitons continuer à travailler, c'est la diffusion accrue de données sols et de services associés à la diffusion de ces données, avec toujours à l'esprit une préoccupation sur les aspects juridiques et la gouvernance de ces données, liées notamment à la valorisation des données sols, hein, qui elles aussi peuvent être collectées à l'échelle des exploitations agricoles. Et donc, sur ces sujets en particulier, hein, la collaboration avec Data Grand Est, je n'en doute pas, continuera à être très profitable à l'avenir. Voilà, j'en suis arrivée à la fin. Je vous remercie pour votre attention et il reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci Joël pour cette présentation très riche en termes à la fois de données produites par la Chambre et également de partage, justement, de volonté d'échanger, de partager, de faire connaître. Alors, je me tourne vers Nathalie
avons-nous des questions? Alors, on a 2 questions auxquelles Joël a déjà répondu pendant la présentation. Donc, je vais peut-être prendre la dernière question posée. Plus largement, avez-vous des IoT, donc l'Internet des objets, susceptibles de fournir des données en temps réel exploitables? Donc, j'imagine qu'il est question de capteurs. Oui, alors non, on ne dispose pas de réseaux d'observation permanents qui permettent d'obtenir des informations sur l'état des sols en temps réel. Par contre, il existe, alors autant nos bases de données, celles que je vous ai présentées, ce sont des données qui n'évoluent pas beaucoup dans le temps, donc elles ont été réalisées à un moment donné. Il y aura peut-être un jour des mises à jour, mais c'est pas l'objet principal. Mais par ailleurs, il existe d'autres programmes de surveillance de la qualité des sols et qui sont conduits à l'échelle nationale, notamment, et qui permettent quand même d'avoir une vision un peu plus actualisée de l'évolution des sols. Et ces 2 programmes sont décrits par des acronymes, je vous les remettrai dans les questions. Le premier, c'est le réseau de mesure de qualité des sols, donc établi sur une maille de 16 km par 16 km sur le territoire français. Donc un observatoire dont les observations sont renouvelées tous les 12-16 ans. Et par ailleurs, un autre programme qui est la Banque d'analyse de terre, BDAT, qui, elle, rassemble par convention avec les laboratoires d'analyse de sol en France, les données d'analyse de terre qui ont été rassemblées et qui sont traitées, agrégées par canton et mises à jour par période de 5 ans, il me semble. Donc toutes ces données-là, vous les trouverez sur le site du GIS Sol, Groupement d'intérêt scientifique Sol. Voilà. Très bien, merci. Alors j'ai pas d'autres questions, donc d'accord. Je vois aussi que l'heure tourne, donc peut-être il est temps de conclure. Voilà. De toute façon, les questions ont été répondues, enfin celles où on n'a pas répondu à l'oral, on a répondu par écrit. D'ailleurs, j'invite les participants, enfin les personnes qui nous écoutent, si elles ont des questions, besoin de précision ou autre, ne pas hésiter à nous contacter. On pourra revenir vers elles pour préciser certaines choses. Je vois aussi qu'il y a eu une question à laquelle j'ai répondu sur les textes réglementaires, par exemple. Alors, c'était une volonté pour nous, comme je l'ai dit en introduction, de ne pas s'attarder trop sur l'aspect réglementaire, mais plutôt faire profiter notre auditoire de projets existants qui s'appuient en partie sur Data Grand Est pour publier et communiquer autour des projets et des données. Et d'ailleurs, c'est peut-être sous cet angle-là que je conclurai finalement ce webinaire sur cette complémentarité. Data Grand Est n'a pas vocation à tout faire, mais a vocation à être une référence en termes au niveau régional en tant que plateforme publique de la donnée et de s'inscrire vraiment en complémentarité. Alors, pour citer par exemple 2 exemples de complémentarité, un exemple qui a été déjà souligné, c'est data.gouv.fr, cette notion de relais entre un niveau local et un niveau national, et même pour aller plus loin. Alors, j'ai vu qu'il y avait notamment Olivier qui était intervenu pour poser des questions, et du coup, ça me fait penser également à des projets européens comme ODI for Growth, donc Open Data pour la croissance, avec des projets européens de ce type où justement la vocation, c'est aussi d'utiliser les données ouvertes, des données structurées pour plus largement finalement développer des services. Notamment actuellement, il y a beaucoup d'actualités sur l'IA, ce genre de choses. Donc voilà, partager les données, c'est pas uniquement pour soi, c'est pas que le niveau local, c'est finalement une démarche de société qui profite à un très grand nombre. Voilà, donc il me reste pour conclure à remercier à la fois les intervenants et puis remercier également les participants pour leur temps consacré à ce webinaire, et en soulignant également le fait qu'une nouvelle fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Il y a un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé, donc n'hésitez pas aussi à y répondre, à nous faire part de vos retours, et si vous souhaitez être contacté, le préciser dans ce questionnaire. Je me tourne une dernière fois, en tout cas ce matin, vers Joël, Nathalie et Pascal pour voilà, si jamais vous avez
un mot de la fin, quelque chose à souligner avant de souhaiter un bon appétit à tout le monde. Pas de remarques particulières? Donc, je vous propose de clore ce webinaire et je vous remercie une nouvelle fois tous pour votre participation. Bonne journée, bon appétit et à bientôt.